Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Motorola Moto E7 Plus. Motorola, c'est la marque, Moto, c'est la gamme, E7, c'est la version, c'est le modèle, Plus, c'est la déclinaison, sachant qu'il n'y a pas de E7 tout court. Si mes souvenirs sont bons, le Motorola Moto E7 Plus est un mobile entrée de gamme, ne serait-ce que par son prix, 159 € au moment auquel je fais cette vidéo, 159 € prix maximum conseillé depuis son lancement, septembre 2020, sachant que je le rappelle, il y a notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire sur ce mobile, mais bien évidemment plein d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser notre comparateur de prix, dont je mettrai le lien en commentaire et en description de cette vidéo. Le Motorola Moto E7 Plus est donc un mobile entrée de gamme, ça c'est le prix qui le justifie, mais aussi un certain nombre de spécifications. Il faut prendre en considération qu'on ne peut pas trop lui en demander, donc il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut faire quelques petites concessions. Pas dramatique, parce que globalement l'usage de ce téléphone est bon, on est en face d'un téléphone qui est convaincant pour son prix, je suis déjà en train de révéler un petit peu la conclusion, mais effectivement on ne peut pas non plus lui demander le niveau de performance, de caractéristiques, de spécifications d'un mobile haut de gamme à 800 €, ce qui est assez logique en soi. Ce téléphone est bien comme d'habitude dans les vidéos de Top for Phone, de tests de Top for Phone, on va prendre le temps de le détailler. C'est une vidéo qui va peut-être durer 20 minutes, 30 minutes, qui sait, on verra bien. Enfin, vous le saurez parce que vous pouvez regarder le compteur en bas. Et c'est un mobile sur lequel on va prendre le temps de regarder toutes les specs en fait, tout simplement. En termes de look, c'est un mobile qui fait terriblement entrée de gamme. Non pas que le look soit pas réussi, au contraire, c'est soigné, l'assemblage est parfait, il n'y a pas de problème de finition, mais on est sur un téléphone qui est complètement construit en plastique avec beaucoup d'arrondis. Bon, le téléphone quand on prend en main, clairement, c'est un entrée de gamme. Il n'y a pas de mystère. Il ne fait pas premium, il ne fait pas haut de gamme, c'est sûr. Mais il ne fait pas de cheap non plus parce que comme je viens de l'indiquer, c'est bien assemblé, c'est parfait, il n'y a pas de jeu dans les éléments, ça craque pas dans tous les sens. C'est un mobile qui reste malgré tout convaincant en termes de qualité de fabrication. On n'est pas sur un mobile du pauvre, on est quand même sur un mobile sympathique. En termes de qualité de fabrication, c'est normal, c'est Motorola aussi. En termes de look, ce téléphone est décliné en deux versions. Il y a deux coloris. Il y a la version que vous voyez tout de suite devant vous, c'est la Misty Blue. Et il y a aussi la version Twilight Orange. Voilà, donc c'est pas moi qui choisis les noms des couleurs, mais enfin en tout cas, il y a deux noms de couleurs. Celle que vous avez entendue il y a quelques instants, sachant que, je le répète, on est ici en face du Misty Blue, avec cette sorte de dégradé. Alors c'est dans la masse, c'est pas un effet de lumière, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est bien dans la masse. On a une sorte de bleu clair qui part vers le bleu foncé. Voilà, donc c'est vraiment teinté dans la masse plastique du dos du téléphone. Ce téléphone présente globalement malgré tout bien, la prise en main est relativement bonne, malgré le fait que ce téléphone a des dimensions qui sont quand même assez généreuses, assez balèzes, ce qui est lié à ce grand écran que l'on retrouve sur la face avant, et qui est aussi un bon point, mais qui rajoute à l'encombrement. 16,5 cm de long, 7,6 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur, le tout pour un poids quand même un petit peu conséquent, 200 grammes. Pour un téléphone totalement construit en plastique, c'est un petit peu lourd, mais bon, 200 grammes ou 180 grammes, au final, à l'usage, on s'en rend pas vraiment compte. Au final, on n'a pas vraiment cette impression de lourdeur quand on prend le téléphone en main. Un téléphone qui se prend donc relativement bien en main, les boutons physiques, et il y en a plusieurs, tombent bien sous les doigts, sachant qu'on a un bouton on-off, on a un bouton de contrôle de volume plus-moins, et on a un autre bouton. Tiens donc, et cet autre bouton, en fait, c'est un raccourci vers Google Assistant, tout simplement, ou plus précisément, OK Google. Donc voilà, on a un autre bouton, un quatrième bouton qui a été rajouté par Motorola sur ce téléphone, histoire de donner une originalité supplémentaire. Est-ce que ça apporte vraiment grand chose? À vous de me le mettre dans les commentaires. Moi, ça me transcende pas beaucoup un bouton physique. Au lieu de dire OK Google, finalement, on appuie sur un bouton pour déclencher l'assistant Google. Pourquoi pas, mais c'est pas le truc le plus transcendant qui soit. Au-dessus du mobile, on retrouve le mini jack qui pour le coup a été sauvegardé, et ça c'est une bonne note parce qu'il y a beaucoup de mobiles aujourd'hui qui perdent leur mini jack. Sur le côté gauche, on retrouve un slot qui permet de glisser deux cartes SIM ou carte SIM plus micro SD. Ça c'est un peu dommage que l'on puisse pas avoir deux emplacements de carte SIM plus une micro SD. On a en dessous un connecteur micro USB sur lequel je reviendrai tout à l'heure et un haut-parleur. Et au dos du mobile, on retrouve un certain nombre de choses, notamment un double capteur photo, un 48 mégapixels qui est un 12 mégapixels quad pixel, un 2 mégapixels qui est là pour gérer la profondeur de champ, notamment quand on prend des photos type portrait, et ça le fait bien. C'est relativement convaincant au niveau de la gestion de la profondeur de champ, et puis le flash LED. Le flash LED qui est en haut, pardon. On retrouve également le fameux M de Motorola, dans son rond très classique au dos d'un certain nombre de mobiles de la marque, sachant que c'est aussi le capteur d'empreinte digitale qui marche parfaitement bien, sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants probablement. Sur la face avant du mobile,
Cet écran de 6,5 pouces qui est l'une des forces de ce mobile. Je le rappelle, on est sur un mobile entrée de gamme, 159 €, prix maximum conseillé. Et bien pour 159 €, l'écran en lui-même est déjà un bon point, à un détail près. On a un écran de 6,5 pouces sur lequel on a un petit note, là, une petite encoche, là, une petite bulle, tout simplement liée au capteur photo frontal, sur lequel je reviendrai lorsque je parlerai de la qualité photo frontale. On a un menton en bas qui n'est pas trop généreux, ça va, ça reste relativement bien pensé au niveau de l'encombrement, bien conçu. C'est un écran qui est un écran IPS, donc théoriquement une bonne gestion des couleurs, une bonne gestion du contraste, oui. Des angles de vision qui sont quand même un petit peu fermés. On sent qu'on est ici sur un écran de type entrée de gamme parce que les angles de vision ont vite fait de se fermer et on a vite fait d'avoir une image, vous voyez, qui se perd un petit peu, qui perd sa qualité. Et ça, c'est dommage. C'est lié, en fait, finalement, au choix du composant. Alors, pas la techno, IPS, mais c'est vraiment lié au choix du composant ici. Un écran pas trop cher. Et c'est pas tout, on a aussi de la luminosité. Alors, comme vous le savez maintenant, et depuis déjà plusieurs années, je teste la luminosité des écrans. Plus la luminosité est élevée, plus on estime, et à juste titre, que lorsque l'on est face à la lumière du soleil, par exemple, eh bien, on arrive à bien voir le contenu de l'image, parce que le téléphone va contrebalancer la lumière du soleil. Par exemple, c'est exactement la même chose avec une lumière artificielle chez vous. Ce téléphone a un score en nits, bon, c'est comme ça que c'est valorisé, de 270 nits maximum. Alors, c'est faible, c'est très faible. Pour un téléphone entrée de gamme, c'est à la rigueur concevable, mais malgré tout, dans l'absolu, 270 nits, c'est quand même très faible. On est en dessous des 300, on est même en dessous des 400 qu'on a l'habitude de retrouver désormais sur des téléphones entrée de gamme. Donc ce qui veut dire que la luminosité maximum de ce téléphone, elle pêche un peu. Donc non seulement on a des angles de vision qui sont fermés, mais en plus on a une luminosité qui est relativement faible. Ce qui peut être donc, on va dire, problématique lorsque vous êtes, comme je l'évoquais il y a quelques instants, bien en extérieur, à la lumière du soleil par exemple. Ça peut être dommage. Voilà, sinon pour le reste, malgré tout, sur les autres points de cet écran, on est pas mal, parce qu'on est sur un écran IPS qui affiche jusqu'à 60 images par seconde, ce qui est assez logique, ça c'est un grand classique. Un format 29e, avec un écran de 6,5 pouces, comme je disais il y a quelques instants, donc on a un sentiment cinéma lié à cette grande diagonale, on est sur un écran qui est quand même de grande taille. On a un écran qui a une résolution HD+, ce qui est pas mal en soi. On aurait voulu du Full HD, mais ça n'aurait pas été le même prix. Mais du HD+, ça veut dire qu'il y a 1600 pixels par 720 pixels. La netteté d'image est de 269 pixels par pouce, donc la densité, c'est pas trop mal. On est en dessous des 300 pour ne pas les voir à l'œil nu, mais malgré tout, même si on manque de netteté au niveau des images, on a quand même un effet cinéma grâce à cette grande diagonale. Voilà, donc c'est un téléphone qui a un écran sympathique pour son prix, mais il y a quelques petites concessions, comme je viens de vous l'indiquer, quelques concessions qui sont à faire, un peu dommage parfois. Au niveau du son, alors il y a 3 moyens d'avoir du son sur ce téléphone, même 4. Il y a le Bluetooth que j'enlève parce que je reparlerai tout à l'heure de la connectivité, mais on va pas s'attarder là-dessus tout de suite. On a l'écouteur sur lequel il n'y a rien à dire. Lorsque vous êtes en conversation téléphonique, ça marche, ok. On a le mini jack qui a bien été sauvegardé, qui est bien présent sur le dessus du mobile. Bonne note, heureusement, sympathique. Le kit piéton est bien sûr fourni avec le téléphone. Et on a le haut-parleur qui est placé sur la tranche inférieure du mobile que vous allez bien justement étouffer lorsque vous êtes en train de jouer. Quand vous êtes en train de jouer, c'est comme ça que ça se passe. Bon, après, c'est pas une cata, c'est charge à vous de ne pas écraser le téléphone pour garder du son, par exemple, quand vous êtes en gaming et que vous utilisez le haut-parleur. Alors ce fameux haut-parleur, justement, j'ai testé son son, j'ai testé la puissance du son, j'ai testé la qualité du son. Alors, la puissance du son, le haut-parleur a un son qui est puissant, 130 décibels et plus. Donc clairement, c'est un son qui est théoriquement capable de vous arracher les oreilles. Mais c'est un son qui manque énormément d'amplitude et qui ne se projette pas. On a l'impression que c'est un son qui reste extrêmement confiné dans le téléphone, donc qui a du mal à sortir du téléphone, qui a du mal à prendre de l'amplitude, comme je disais, qui a du mal aussi à avoir de l'amplitude dans l'absolu, aigu, moyen, basse, grave. Il n'y a rien qui se distingue, c'est un son extrêmement plat qui manque de portée, de portance. C'est pas agréable. Donc le son du haut-parleur n'est absolument pas convaincant. Il est puissant dans l'absolu, mais pas convaincant en termes de qualité. Donc si vous avez envie d'avoir du son avec ce téléphone, il n'y a pas d'autre histoire que le mini jack ou le Bluetooth avec un casque sans fil. De toute façon, aujourd'hui, je crois que c'est comme ça qu'on écoute sa musique, par exemple. Bon. Voilà, donc ça c'était au niveau du son. Maintenant, on va passer sur d'autres aspects. On va passer notamment sur l'aspect de la performance. Ce téléphone est un entrée de gamme,
Mais c'est sur l'aspect des performances où ce téléphone m'a, on va dire, convaincu. Convaincu par rapport à un certain nombre de concurrents qui sont vendus à des prix similaires, à 10, 20, 30 euros d'écart. On a des mobiles concurrents, parfois un peu plus chers, parfois un peu moins chers, mais qui sont moins performants que celui-là. 142 000 points sur Antutu, c'est pas mal, comme je le disais il y a quelques instants. On a des téléphones concurrents qui sont vendus à des prix similaires et 30, 40% moins puissants que ce même Motorola Moto E7 Plus, un nom relativement long tout de même. Alors, ce téléphone, il a des composants et c'est ça qui lui permet d'avoir ses spécifications, ses performances, on va dire, pardon. Donc, ce sont ces composants qui lui permettent d'avoir des performances. Donc, on retrouve notamment un processeur Qualcomm. Eh ben, c'est un Snapdragon. Alors là, c'est marrant, il s'appelle Bengal. Bengal. Ok, c'est le modèle que je vais vous donner. Donc, il s'appelle le Snapdragon 460. C'est un 8 cœurs cadencé à 1,8 GHz. On a un Adreno 610 que l'on voit ici qui apparaît là. Et on a aussi 4 Go de mémoire vive que l'on voit apparaître en dessous. Donc globalement, on est sur, pour ce prix, une configuration qui est sympathique, hein. Voilà, je rappelle, 142 000 points, c'est ce que l'on retrouvait sur des mobiles haut de gamme. Bon, il y a 4-5 ans quand même, et le temps passe vite, mais ça reste quand même tout à fait acceptable comme score, surtout face à la concurrence, et ça permet notamment à ce téléphone de faire fonctionner toutes les grosses applications et les gros jeux du moment, y compris PUBG Mobile. Alors pas en qualité graphique de dingue, je mettrai une incrustation pour vous permettre d'avoir une idée de la fluidité d'image et de la qualité graphique, mais ça reste malgré tout une bonne expérience du gaming. On peut jouer de façon tout à fait satisfaisante avec ce téléphone. C'est encore un bon point pour ce mobile. Donc on a parlé des composants, il reste quand même un point quand je parle de notamment CPU, GPU, RAM, eh bien maintenant il faut que je parle de la ROM, la mémoire de stockage de ce téléphone. Alors ce téléphone il est revendiqué par le constructeur comme ayant 64 Go de mémoire de stockage interne. C'est vrai, effectivement il y a 64 Go de mémoire de stockage interne. Sauf que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, le système d'exploitation, les applications natives, les mises à jour, les premières mises à jour que vous allez mettre, eh bien tout ça pompe, hein, absorbe, grignote une partie de cette mémoire de stockage. Et du coup, au final, vous avez 46 Go de mémoire de stockage interne lorsque vous allez commencer votre premier usage de ce mobile. Et c'est quand même déjà pas mal, parce que 46 Go, il y a de quoi faire, hein, sachant qu'un gros jeu comme PUBG Mobile, ça prend 2 Go de mémoire, ça va, il y a de quoi se faire, il y a de quoi se faire plaisir, de installer des jeux, et même mettre l'intégrale d'une série télévisée comme Games of Thrones, bien sûr, dont vous aurez les droits. Bien, ça, c'est pour vous dire que vous avez de l'espace de stockage. Malgré tout, si vous le souhaitez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez ajouter une micro SD. Cependant, cette micro SD suppose que vous sacrifiez l'emplacement de la carte SIM numéro 2. Donc c'est carte SIM plus carte SIM ou carte SIM plus micro SD. Et c'est là où c'est dommage, et c'est là où ça me gêne un petit peu. J'aime pas avoir à choisir. C'est un peu con, mais j'aime bien quand même mettre micro SD plus deux cartes SIM. J'aime pas avoir un choix à faire à ce niveau-là. Bon, là pour le coup, malheureusement, et c'est pas grave, enfin c'est pas grave, si, moi ça m'embête, mais c'est pas particulièrement lié à ce téléphone, c'est généralement le cas sur un bon nombre de concurrents. Donc c'est pas spécialement le E7 Plus qui vous oblige à sacrifier l'emplacement de la carte SIM 2. Il y a beaucoup de concurrents qui font ça. Enfin, ça mérite pas non plus de le laisser passer. C'est pas parce que les concurrents font ça que je vais pas justement tacler le E7 Plus, et je le tacle ici, vous l'avez compris. Alors, au niveau de la connectivité, je viens de rapidement vous en parler avec ces deux cartes SIM plus micro SD. Il y a d'autres choses aussi à se dire sur la connectivité. Alors la connectivité, je vais simplement lancer une petite application pour illustrer mon propos. Voilà, mais cette application ne va pas permettre d'avoir beaucoup d'informations, sachant que voilà, vous apercevez quand même un certain nombre de capteurs, hein, par exemple manquants, hein, et donc il manque la boussole, voilà, il manque le gyroscope. Globalement, c'est pas un téléphone fait pour la réalité augmentée ni la réalité virtuelle, et c'est un téléphone qui, parce que justement il n'y a pas de boussole, et bien lorsque vous allez l'utiliser en mode navigation GPS, et bien vous allez devoir vous déplacer déjà de quelques pas, peut-être une centaine de mètres, avant que le téléphone ne sache dans quelle direction vous allez pour pouvoir vous indiquer l'itinéraire. C'est ça un petit peu qui est gênant, c'est-à-dire que lorsque l'on n'a pas une boussole sur un mobile et que l'on doit utiliser un GPS, le GPS marche bien, il y a les puces, hein, il y a une puce AGPS, donc c'est le réseau de satellites américain, GLONASS, hein, le réseau de satellites russe, et Galileo, le réseau de satellites européen. Donc il y a 3 réseaux de satellites qui sont utilisés. Donc au niveau de la localisation, vous allez être localisé rapidement, efficacement, mais quand vous allez devoir choisir le sens de direction, comme il n'y a pas de boussole, vous allez d'abord
enclencher votre phase de déplacement avant d'avoir le GPS qui vous dit « Ah ben non, c'est dans l'autre sens ». Une chance sur deux, en général, de vous tromper. Hein, c'est un peu comme le connecteur micro USB, une chance sur deux de le mettre dans le bon sens. Bon, c'est exactement la même chose. Un peu dommage quand même au niveau donc, de la boussole. Mais c'est pas le seul capteur qui manque. Hein. Il manque aussi, ou la seule connectivité qui manque, il manque aussi le NFC, ce qui est un peu dommage de nos jours, avec cette époque de distanciation sociale, de sans contact, bah justement là, vous n'avez pas le sans contact. Donc vous n'avez pas de NFC. Bon, c'est un petit peu dommage. Et puis le micro USB, il y a 2 secondes, je viens de vous l'indiquer, ouais, clairement, c'est pour moi une connectivité du passé. Là, on est en 2020, fin 2020, il faudrait quand même que tous les constructeurs se mettent à utiliser de l'USB-C. Même le constructeur à la pomme est en train de dire qu'il va lâcher son propre connecteur propriétaire. Donc, à un moment donné, le connecteur micro USB, il faut vraiment le mettre à la poubelle, il faut vraiment que les constructeurs passent à autre chose. Mais, on a d'autres connectivités sur ce téléphone qui sont pas mal. Donc le GPS, je vous l'ai indiqué, GPS, GLONASS, Galileo, je ne reviens pas là-dessus. On a aussi de la 4G, 4G catégorie 4. Alors c'est pas la plus rapide qui existe, c'est lié au choix du composant processeur dans ce mobile. C'est une catégorie 4 qui permet de télécharger à 150 mégabits par seconde et d'envoyer à 50. Alors ça veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais en gros, sachez que votre opérateur ne vous fournit généralement pas plus que ça. Voilà, donc en France, pour le moment, la 4G, elle est plutôt dans ces eaux-là, donc ça veut dire que le téléphone est plutôt dans les bons standards en termes de 4G, parce que de toute façon, comme je viens de vous le dire, votre opérateur en général, bah, il lâche pas la bride et il ne vous permet pas d'aller vraiment beaucoup plus loin. Bon, question d'infrastructure, question de capacité, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ça pourrait faire le sujet, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part. À vous de me mettre dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique connexion, connectivité 4G, vitesse 4G, théorique, réelle. Bon, c'est à vous de me mettre ça dans les commentaires. On a parlé de la 4G, bah c'est pas tout, il y a plein d'autres choses. Alors, il y a du Wi-Fi, il y a BGNAC, donc là on a toutes les normes. On a du Bluetooth 5.0, ce qui est quand même pas mal, parce que là pour le coup on est sur la dernière norme Bluetooth, donc aucun problème pour appairer ce téléphone avec votre voiture, avec votre casque, avec ce que vous voulez, avec votre enceinte, etc. Voilà. Donc ça c'est pour la connectivité. Donc au global, il y a des manques. Voilà, il y a des petits manques quand même qui sont un peu gênants, je trouve un petit peu embêtants, agaçants. Pas catastrophiques, mais agaçants. Et on a d'autres bons petits points. Alors, autre bon petit point, c'est notamment le DAS, hein, le débit d'absorption spécifique de ce téléphone. On est à 0,64 watts par kilo, c'est pas mal. C'est pas mal parce que 0,64 watts par kilo pour un téléphone entrée de gamme, bon, c'est dans les bons standards. Donc 1,33 watts par kilo au corps pour être plus précis, 0,64 à la tête. Voilà, donc on a parlé de la connectivité. Maintenant, il y a quand même un autre aspect que je ne vous ai pas indiqué, ou en tout cas que je vous ai rapidement présenté tout à l'heure, c'est le capteur d'empreinte digitale. Il est au dos, hein, il tombe très très bien sous l'index, que vous soyez gaucher ou droitier. Le capteur d'empreinte digitale qui est ici, en dessous des capteurs photo, est bien placé, il est rond, en dessous des capteurs, donc on ne va pas se tromper en appuyant sur les capteurs, donc c'est bien. Franchement, il est bien et il est réactif. Donc ça, c'est un bon point de ce téléphone, mais Motorola a vraiment la bonne habitude de mettre ce genre de capteur d'empreinte digitale, et ici, il est bien placé, bien pensé, efficace. Un bon point, donc pour ce mobile, un bon point supplémentaire. Maintenant, on va parler du système d'exploitation. Alors, je ne vais pas m'étendre outre mesure sur le système d'exploitation parce que tout simplement, ce système d'exploitation, eh bien, il est, on va dire, très stock, très neutre. Voilà, donc on le voit rapidement ici parce que j'ai pas été au bon endroit hein, justement, mais c'est bien la version 10.0, donc Android Q, hein, certains l'appellent comme ça, mais on est bien sur Android 10.0. C'est un système d'exploitation qui n'a été pas réellement surcouché par le constructeur. Donc on se retrouve avec un système d'exploitation qui est quasi stock, à quelques gestes près, c'est-à-dire que Motorola a mis notamment des gestuels spécifiques. Par exemple, quand vous secouez le téléphone double tranche comme ça, ben voilà, vous pouvez activer le flash LED. Vous l'avez vu? Hop, et je le désactive. Ça, c'est ce genre de gestuels que permet ce téléphone, qui sont ajoutés par Motorola. Mais le système d'exploitation globalement est quasi stock. C'est quasiment celui qui sort en fait des, entre guillemets, ingénieurs, des esprits des ingénieurs, des usines, entre guillemets, de Google. Donc globalement, on est sur un système d'exploitation qui est très efficace, très mature, pas hyper customisé, donc ce qui veut dire qu'en fait finalement on ne rajoute pas de la gourmandise ou des effets spéciaux inutiles. Motorola est justement le constructeur aujourd'hui qui nous permet d'avoir des systèmes d'exploitation quasi neutres, voire même quasi stock. On n'est pas très loin d'une expérience d'un Google Pixel, vous voyez, donc on est vraiment à la limite. Et ça c'est lié au fait que Motorola est quand même à un moment donné passé dans les mains de Google, hein.
Rappelons-le, Motorola a quand même appartenu, avant d'apparaître à Lenovo, qui est le constructeur actuel, eh bien Motorola a quand même appartenu à Google. Et ça a laissé une trace, ça a laissé une empreinte. Et cette empreinte, elle est positive, parce que ça veut dire que dans les esprits des concepteurs de Motorola, des ingénieurs de Motorola, ils ont gardé vraiment cette idée de ayons une expérience propre, clean, pas trop d'effets spéciaux. Et du coup, eh bien, le téléphone a un usage qui, lorsqu'on connaît un petit peu Android, est hyper instinctif. Voilà, donc il suffit de connaître un petit peu Android. Si on ne connaît pas Android, 2 semaines de prise en main, voilà, de tâtonnement dans le téléphone, et hop, c'est bon. Même un primo-accédant qui n'a jamais utilisé de smartphone, ça va aller vite, hein. Donc on est sur une expérience très 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 pure. Et tant mieux parce que ça évite aussi d'avoir des applications inutiles, des effets spéciaux inutiles. Voilà, on a une application Motorola de base, ok, qui est là pour vous donner quelques astuces d'utilisation du téléphone, mais ça s'arrête là. Tant mieux, tant mieux. Voilà, donc bon point, le système d'exploitation qui en plus sera suivi, comme Motorola s'y engage systématiquement, pendant quelques temps, justement au moins 2 ans, avec des mises à jour majeures. Donc, encore une fois de plus, un bon point. On a parlé du système d'exploitation, maintenant il est temps d'arriver à finalement l'usage de ce téléphone. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un téléphone qui fait fonctionner les grosses applications, les gros jeux, on peut bien évidemment streamer de la musique, on peut écouter de la musique avec le lecteur de base, on peut bien sûr jouer à des gros jeux 3D tels que PUBG Mobile, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, je vous le remontrerai probablement maintenant, donc PUBG Mobile, oui ça marche parfaitement, de manière fluide en plus, bon la qualité graphique est revue en dessous pour permettre la fluidité d'image, mais les gros jeux 3D passent. Donc c'est un téléphone qui est capable de faire tout ce qu'on attend d'un smartphone à l'heure actuelle, en 2020. Il répond à tous les usages attendus justement d'un smartphone. Bon. Et à côté de ça, il y a 2 usages supplémentaires sur lesquels j'ai envie de m'attarder avec vous, qui sont notamment la qualité photo et puis l'autonomie. Alors la qualité photo, je mettrai probablement pendant toute la durée de ce petit point, je mettrai des clichés photos pour vous permettre d'avoir justement la vue précise, hein, de ce qu'est la qualité photo de ce téléphone. Sachant que, comme d'habitude, les clichés originaux, donc c'est-à-dire pleine résolution, non retouchés, brut de décoffrage, sont sur le site de Top 4 Phone. Donc si vous avez envie d'avoir une idée des clichés photos non retouchés, vraiment vous faire votre propre appréciation, allez sur l'article de test de ce même E7 Plus. Donc, à l'arrière du téléphone, je le rappelle, on a un double capteur photo dorsal avec son flash LED, hein. Il y a bien 2 capteurs et un flash LED, il n'y en a pas 3, hein, pas d'erreur. Il y a un 48 mégapixels qui est en fait un quad mégapixels de 12 mégapixels, accompagné d'un 2 mégapixels pour la profondeur de champ, hein. Il ne sert qu'à ça, hein, ce 2 mégapixels ne sert qu'à permettre de gérer la profondeur de champ. Ça marche très bien. On a un autofocus qui est plutôt efficace. On a une intelligence artificielle qui, si vous la laissez activer, vous permet de chercher des modes de pré-réglage efficaces aussi. Ça se passe bien, on a une bonne gestion de la profondeur de champ. Je mettrai donc un cliché photo qui vous permettra de voir ce sujet se détacher correctement du fond. Donc c'est pas trop mal, on a une bonne netteté d'image, un bon piqué de la photo, pas trop d'aberrations chromatiques, en tout cas pas réellement décelable pour un téléphone de cette catégorie-là, ou en tout cas pour l'œil commun d'un utilisateur d'un téléphone entrée de gamme. C'est pas mal. C'est relativement convaincant au niveau de la qualité photo dorsale. Donc c'est un point à mettre au compte de ce téléphone, un bon point supplémentaire. Au niveau de la qualité photo frontale, salut la caméra. Alors au niveau de la qualité photo frontale, donc là vous êtes en train de voir le petit setup comme d'habitude, enfin en tout cas une partie du setup. Cette qualité photo frontale, elle est liée à un capteur de 8 mégapixels qui, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, se trouve juste ici et qui forme une goutte qui va dans l'écran. C'est-à-dire que ça mange une partie de l'écran lorsque vous regardez une vidéo pleine taille en fait, hein. Voilà, il est là le capteur photo, vous l'avez remarqué. Ce capteur photo 8 mégapixels prend des photos de manière rapide, efficace. Là aussi, il y a l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de gestion de l'effet bokeh, donc il n'y a pas de gestion de profondeur de champ de manière convaincante. En tout cas, c'est pas convaincant à ce niveau-là. Ce qui n'est pas convaincant non plus, c'est la netteté de l'image. 8 mégapixels avec un manque cruel de piqué de la photo, on a une sorte de flou général, c'est-à-dire que la photo n'a pas de problème global de qualité. En fait, pour un 8 mégapixels, ça reste, on va dire, acceptable, mais au global, c'est pas bon. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un 8 mégapixels, on peut pas lui demander, la lune, hein, justement, mais c'est pas terrible. Ça reste pas terrible. Ça manque de netteté, c'est-à-dire qu'on a manque de piqué, de détourage des objets, on a un manque de précision de la photo, pas d'aberration chromatique, ça reste plutôt précis au niveau des couleurs, mais globalement c'est un grand flou. On a l'impression d'avoir une photo avec un grand flou. Et ça ne dépend pas vraiment de la portée de la photo. C'est-à-dire que l'appareil photo, ici, peut être à 1 mètre minimum de distance par rapport à votre visage, ou 1,50 m.
ou 50 cm. De toute façon, globalement, c'est pas une question de focus, c'est pas une question de portée, c'est vraiment une question de netteté, quoi. Ça manque de netteté, c'est juste ça. Voilà. Donc c'est pas hyper convaincant, mais malgré tout, pour 159 euros, si vous voulez prendre quelques petits selfies et les mettre sur Snap, enfin, faites ce que vous voulez de vos selfies, vous les mettez sur Twitter, Insta, enfin, faites ce que vous voulez de vos selfies. Bon, bah oui, ça passe. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux avec ce téléphone, bien sûr, mais la qualité photo, bah, c'est pas ça qui va vous rendre beau gosse ou belle gosse, hein, clairement. Hein, il n'y a pas de mystère. Hein, c'est bon, voilà. Ça, c'est dit pour la qualité photo. Donc on a parlé de la qualité photo, mais maintenant il reste un dernier point, c'est l'autonomie avant de se dire la conclusion, enfin avant d'arriver à la conclusion, de se dire ce que vaut le téléphone. Mais je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Conclusion, on y arrive d'ici quelques instants. Autonomie de ce téléphone, une belle batterie, 5000 mAh. C'est ce qu'on attend aujourd'hui. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est devenu un grand standard. J'ai l'impression que tous les constructeurs aujourd'hui savent que leur entrée de gamme doit focaliser sur une grosse batterie. En gros, les spécifications sont moins béton que certains téléphones moyens et haut de gamme, mais par contre la batterie, elle, c'est juste une batterie overkill. Donc on a une batterie de 5000 mAh qui permet à ce téléphone de tenir 2 jours avant la recharge. En usage tout à fait standard, pas de problème là-dessus. La recharge rapide de ce téléphone, elle existe. Il y a bien une recharge rapide. D'ailleurs, le téléphone est vendu avec un chargeur recharge rapide. Sauf que c'est une recharge rapide 10 watts. Alors, c'est clairement le début de la recharge rapide. Hein. Clairement. Et donc, une batterie de 5000 mAh, quand vous devez la recharger en 10 watts, bon, ça prend du temps. Hein. Clairement, du temps. Hein. 0 à 100%, c'est 3 heures et bien plus. Donc, globalement, on est sur un téléphone qui va prendre son temps à recharger de 0 à 100% en entier. C'est un téléphone un petit peu lent hein, au niveau de la recharge. Mais par contre, quand le téléphone est rechargé, c'est 2 jours avant de le recharger. Donc globalement, en fait, vous le rechargez pendant que vous dormez, quoi. Vous le rechargez la nuit, il gère sa recharge, le lendemain, vous le prenez, vous en avez pour 2 jours. Voilà, c'est un petit peu la fonction classique, on va dire. Mais pas de recharge rapide, je précise encore de nouveau cet aspect-là. Voilà, donc on a parlé d'un certain nombre de points quand même. Je pense, hein, comme d'habitude chez Top 4 Phone, que, eh bien, on a été exhaustif. Hein. Voilà, je suis vraiment rentré dans le détail parce que j'aime bien rentrer dans le détail. Pourquoi? Pour vous donner toutes les informations qui vous permettront maintenant, en toute objectivité, de faire votre propre choix. Mais maintenant, je vais quand même vous donner ma conclusion, c'est-à-dire mon propre avis sur ce téléphone. Vous avez tout pour vous faire votre propre avis, mais je vous donne quand même le mien. Est-ce que c'est un bon téléphone ou pas? Pour son prix, 159 € prix maximum conseillé, je le rappelle, il y a notre comparateur de prix. Pour son prix, c'est un mobile convaincant. Ça n'est pas l'affaire du siècle, clairement pas. Ça n'est pas le mobile sur lequel vous allez avoir un coup de cœur, clairement pas. Mais c'est un mobile qui en donne pour son argent et peu d'argent. Donc globalement, c'est un mobile qui est tout à fait adapté à son prix. Il y a des bons points, oui. Il y a quelques points qui demandent des petites concessions, hein, luminosité, par exemple, qualité du capteur photo frontal. Bon, c'est pas GG, mais c'est pas non plus mauvais, c'est pas catastrophique. On n'est pas en face d'un low cost qui sait pas gérer les choses. On est en face d'un entrée de gamme qui est justifié par son prix. Donc, ça reste quand même malgré tout un téléphone capable d'offrir une belle expérience à son utilisateur. Et c'est donc globalement un téléphone que je vous recommande parce que par rapport à d'autres concurrents placés au même niveau de prix, ici on a un téléphone qui peut-être au niveau de la luminosité est en deçà d'un certain nombre de concurrents, mais au niveau des performances, c'est au-dessus. Et c'est là où justement on se sentira peut-être plus à l'aise dans la durée. C'est-à-dire que dans le temps, on se sentira peut-être moins avec un téléphone qui rame. Hein. Et ça, c'est extrêmement subjectif aussi, mais c'est peut-être ce bon petit boost de performance supplémentaire qui va lui permettre de tenir 3 ans, peut-être 4 ans dans les mains d'un adolescent, par exemple, qui commence tout juste à utiliser un smartphone, ou peut-être d'une personne, vous, moi, qui n'avez pas envie de mettre beaucoup plus d'argent dans un smartphone parce que ça ne vous intéresse pas. Donc c'est globalement un téléphone qui offre une bonne expérience pour un prix raisonnable et qui, à mon avis, pourra tenir quelques années, en tout cas plus de temps, qu'un certain nombre de concurrents directs qui ont un niveau de performance inférieur. Voilà. Donc merci d'avoir vu cette vidéo, je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter, c'est une vidéo qui dure maintenant depuis près d'une demi-heure, comme quoi, comme d'habitude chez Top 4 Phone, les vidéos durent à peu près entre 20 et 30 minutes, et là on est dans la trentaine. Je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est bien sûr merci d'avoir vu cette vidéo, je me répète, mais j'aimerais aussi, et ça c'est le grand classique, vous voir réagir. Réagissez dans la zone de commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone, donnez-moi votre avis. Est-ce que c'est votre mobile? Est-ce que ça pourrait être votre mobile? Est-ce que c'est un entrée de gamme qui est
convaincant pour vous, eh bien tout ça c'est dans la zone de commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez envie que je vous fasse une petite vidéo format vlog sur la 4G, la vitesse de la 4G, on va dire l'adaptation des constructeurs par rapport à la 4G avec leur mobile, etc. Donc ça, c'est dans la zone de commentaires aussi que ça se passe. N'hésitez pas aussi, si la vidéo vous a plu, à lâcher le petit pouce bleu du bonheur, celui que malheureusement certains d'entre vous ont tellement de mal à donner et qui pourtant fait tellement plaisir aux testeurs que je suis et que nous sommes chez Tough for Fun. Voilà, donc tout ça, ça se passe aussi en dessous. Et enfin, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, hein. C'est un bouton qui s'appelle +1 abonnement, c'est en bas à droite de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous cliquez même sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos quand elles seront publiées, et il y en aura d'autres bien sûr comme d'habitude. Et puis sur ce, il n'y a plus grand chose à se dire, je me répète, encore et encore. Merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages, d'autres présentations, interviews, vlogs, etc. Comme d'habitude chez Tough for Fun, le max de vidéos pour vous faire plaisir. Allez, à bientôt, ciao ciao.